Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le 18h de Télé Nantes. Ce soir au menu, on va vous aider à préparer votre week-end. Et oui, on s'y prend un petit peu à l'avance car le programme est chargé. Les 19 et 20 septembre, ce seront les journées européennes du patrimoine, partout en France, mais également chez nous. Et on va vous aider avec notre invité Guillaume de la Chapelle à y voir plus clair dans la foultitude de propositions qu'il y a ce week-end. Et puis on va aussi vous donner des nouvelles de nos cyclistes préférés. C'est Charles et Jordan, originaires du Landreau, qui sont partis faire le tour du monde à vélo et même en tandem carrément. Et ce soir, nous irons les voir du côté de la Cordillère des Andes. Et puis on retrouvera également en fin d'émission notre chroniqueuse Lucie de la CLCV, l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie, qui va nous parler de la réglementation des locations meublées, car il y a du nouveau en la matière en cette rentrée. Voilà le programme de notre émission, ça démarre maintenant. Ce week-end aura lieu les 32e éditions des Journées européennes du patrimoine, hashtag JEP, comme on dit dans le jargon, J-E-P. Et on en parle ce soir avec notre invité Guillaume de la Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable de la communication de la DRAC des Pays de la Loire. La DRAC, c'est la Direction régionale des affaires culturelles, le ministère de la Culture en région, qui organise évidemment ces Journées européennes du patrimoine. Alors, qui à la base s'appelait, j'ai découvert ça en préparant l'émission, les Journées portes ouvertes dans les monuments historiques. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est plus que ça. Aujourd'hui, les Journées européennes du patrimoine, c'est la 32e édition quand même, sur 2 jours. Vous avez 17 000 lieux qui sont ouverts en France. Ouais. Donc avec une grande variété de lieux, et on est sur des journées dont l'objectif c'est de mettre en valeur la richesse patrimoniale de notre pays, puisqu'il est vraiment très riche, mais aussi européen, puisqu'au-delà de l'initiative qui y avait en 1983 avec les journées portes ouvertes, il y a maintenant 50 pays européens qui participent à cette belle opération. Et alors, je le disais, pas que monuments historiques quand même aujourd'hui, enfin on ne voit pas que des monuments classés, les Journées européennes du patrimoine, c'est pas pour voir que des bâtiments classés. Non, il y a les monuments historiques qui ouvrent, mais aussi d'autres lieux. Ça peut être des lieux publics, des lieux de pouvoir, comme les préfectures. Elles ne sont pas toutes classées monuments historiques, mais en général, elles ouvrent toutes. Les hôtels de ville, ce genre de lieux, mais même des entreprises. Qui sont d'ailleurs très plébiscités, les lieux de pouvoir. Alors, je ne sais pas si c'est le cas aussi en local, mais je sais qu'en Loire-Atlantique, il y aura l'hôtel de ville à Nantes qui sera ouvert. La préfecture, vous l'avez dit, l'hôtel du département. C'est des lieux aussi qui attirent le public, parce que voilà, généralement, ils ne sont pas ouverts, en fait. Oui, c'est des lieux qui attirent beaucoup de public. C'est le cas aussi de l'hôtel de région, notamment. La préfecture ouvre aussi sur les 2 jours, je crois le samedi, pardon, et il y a toujours un public très nombreux qui vient visiter ces lieux dont ils n'ont pas l'habitude de voir, oui, ça c'est sûr. Alors d'autres lieux aussi, parce que c'est souvent ça, les Journées du patrimoine, on va voir ce qui n'est pas ouvert d'habitude. J'ai repéré notamment, il y avait le 14A, le cinéma à Nantes, qui ouvre ses portes pour montrer ses salles de projection, notamment, ou encore, à l'occasion des 30 ans du tramway, les sites de dépôt de la TAN qui vont ouvrir leurs portes. En tout cas, la liste, elle est longue, elle est très très longue. En Pays de la Loire, il y a 1300 lieux qui vont ouvrir leurs portes, 2000 manifestations, 230 ouvertures exceptionnelles. C'est pour vous aussi une mobilisation exceptionnelle ces journées-là en termes d'organisation ? Il y a plus de participants que les autres années, puisque les autres années, on était plutôt autour de 1100 lieux, 1000 lieux qui ouvraient. Là, on est à 1300, donc c'est vrai qu'il y a une véritable mobilisation cette année autour du patrimoine. Tant mieux, parce que je pense qu'on a une véritable richesse dans notre pays à mettre en valeur. Et puis ça permet aussi de faire connaître le travail des pouvoirs publics en lien avec les propriétaires publics ou privés. Et ça, c'est très important. Et puis c'est aussi un moment privilégié pour ouvrir au public des lieux dont on a parlé, qui n'ouvrent pas d'habitude. Et c'est formidable que les propriétaires se mobilisent toujours autant pour faire découvrir ces richesses. Les propriétaires, les communes aussi, les pouvoirs publics évidemment, qui sont mobilisés pour ces 2 jours. Alors il y a toujours aussi une thématique pour ces Journées européennes du patrimoine. Cette année, c'est Patrimoine du 21e siècle, une histoire d'avenir. Donc là, finalement, 21e siècle, ça fait une toute petite fourchette. Là. Il y a 15 ans de patrimoine pour cette édition. Oui, même si évidemment les autres lieux ouvrent aussi. Mais voilà, c'est un focus. La thématique, c'est aussi l'occasion
de mettre en avant des lieux dont on n'a pas l'habitude. Et cette année, plus particulièrement, le patrimoine de demain. Mais ça peut être, donc dans ce patrimoine de demain, ça peut être aussi les restaurations qui ont été faites ces dernières années. Et bien sûr, le focus est là-dessus, l'architecture contemporaine et la création architecturale. On est dans une période où la création architecturale de notre pays est plutôt en difficulté à cause notamment de la crise économique. Donc c'est l'occasion de sensibiliser à cette création. On a la chance, nous, dans la ville de Nantes, d'avoir une grande richesse de ce côté-là sur l'île de Nantes. Oui, qui est un peu une pépinière en la matière. Création architecturale. Mais je crois qu'il y a des belles créations dans notre région, en Loire-Atlantique, et il faut aussi savoir les mettre en avant. Alors, on peut penser à l'école d'archi, par exemple, pense à sur l'île de Nantes. D'architecture de Nantes, la maison de l'avocat, sur l'île de Nantes aussi. Toutes ces choses-là. Voilà, tous ces bâtiments-là. Alors, on pourrait se dire que c'est un thème un petit peu risqué, puisque quand on va faire les Journées européennes du patrimoine, on a peut-être plus envie d'aller voir des vieilles pierres que des bâtiments récents. C'est un thème un peu audacieux ? C'est un thème audacieux, ouais. Je pense que c'est un thème audacieux parce que c'est pas celui auquel s'attend le public. Mais je crois, comme tous les gens qui travaillent autour du patrimoine, que l'architecture contemporaine, c'est le patrimoine de demain. Donc, il me semble important de le mettre en avant et de le faire découvrir. Et puis, les architectes sont des gens qui ont été formés aussi sur les techniques des architectes d'avant, du passé. Donc, il y a une transmission. Il y a une transmission. Se fait, évidemment, exactement. D'année en année. Alors, je le disais, l'objectif aussi de ce soir, c'est de faire un petit peu quelques focus sur quelques manifestations, puisque le programme est particulièrement dense. Pour notre région, il y a une brochure de 30 pages écrite toute petite. Donc voilà, on a choisi par exemple ce soir, c'est avec vous aussi, c'est un choix subjectif, de parler de la ville de La Baule, qui est particulièrement active cette année. Oui, elle propose une très belle programmation. Il me paraissait important de la mettre en avant parce que d'abord, c'est une ville qu'on met en avant et sa programmation. Et notamment, une activité qu'il propose qui est la découverte à vélo du patrimoine architectural et contemporain de La Baule-les-Pins, qui ont lieu sur les 2 journées entre 10h et 11h30 et puis le dimanche 10h, 11h30 et 15h, 16h30. Il faut quand même rappeler les horaires. Cette balade à vélo est vraiment intéressante à mon sens parce que d'habitude à La Baule, on a l'habitude d'aller voir plutôt les villas de La Baule-les-Pins, etc., qui sont très belles et elles sont proposées aussi dans la programmation. Mais là, on va plutôt mettre en avant justement les créations récentes, les villas récentes. Et il y a de très belles créations récentes à La Baule. Un effort a été fait pour coller au thème, alors aussi. Voilà, un effort a été fait de l'Office de tourisme pour coller au thème et je trouve ça très bien. Et on va voir quelques images de La Baule précisément, puisque notre journaliste Benoît Balti a rencontré Damien Dejoie, c'est le directeur de l'Office de tourisme de La Baule. Il nous fait un peu la visite en avant-première. L'architecture à La Baule, finalement, est assez récente, puisqu'il faut bien se dire que jusqu'à la fin du 19e siècle, il n'y avait quasiment rien à La Baule. Il y avait juste un petit village, sinon c'était juste une grande dune plantée de pins. Donc quand le tourisme s'est développé grâce à l'arrivée du chemin de fer, eh bien, on a pu s'amuser à construire ce qu'on voulait. On part de rien. Donc on a pu commencer à faire des maisons basques, des maisons provençales, des maisons bretonnes, des maisons normandes, des petits châteaux néo-gothiques. Ce patrimoine, d'abord, il est aujourd'hui protégé. Toutes ces maisons, ces villas anciennes, elles ne sont pas classées, elles ne sont pas inscrites à l'inventaire, mais elles sont protégées par un dispositif de l'État. Les constructions modernes, les constructions contemporaines, elles font partie de l'ADN de La Baule. Et on continue à innover, on continue à construire à La Baule. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est vrai sur les maisons contemporaines, sur les maisons privées, sur le patrimoine privé, mais aussi sur le patrimoine public. Nous avons derrière nous un exemple type qui sont les nouvelles halles du marché qui ont été construites il y a 2 ans. Et ce bâtiment moderne, eh bien, l'architecte va nous expliquer comment il a réussi à concilier des contraintes techniques, parce que c'est un outil de travail, mais en inscrivant un bâtiment dans un environnement plus large qu'est l'environnement d'une station balnéaire. Et c'est ce qu'on va expliquer pendant cette journée du patrimoine, parce qu'il y a une vraie demande d'explication de texte sur les constructions contemporaines. Voilà, c'est La Baule comme on la connaît moins finalement avec ces constructions contemporaines, avec comme le disait Damien Dejoie dans ce reportage, une envie des gens d'en savoir plus sur les choix que fait une ville par exemple dans ces constructions. Hein. Oui, je pense que c'est l'occasion pour une ville de communiquer sur son architecture, sur son urbanisme. Oui.
Avec l'Atlantia, donc le Palais des Congrès qui sera également à visiter au cours du week-end. Et puis les nouvelles halles, comme on l'a vu. Et également l'hôtel L'Ermitage. C'est aussi une étape incontournable à La Baule. On pourra aussi s'arrêter là. Exactement. Donc là, on parle de patrimoine d'avenir. C'est aussi le cas à La Baule, comme la Cité des Congrès ou encore ce marché, ces nouvelles halles. Est-ce que finalement, le fait de se dire c'est déjà ça le patrimoine de demain, on fige pas un peu les choses aussi, dans cette réflexion sur le patrimoine, on se dit voilà, ça a été construit récemment, mais on se dit que déjà ce sera ça qu'on gardera pour les générations futures. Est-ce que ça fige pas un peu les choses ? Je ne crois pas. Je pense que c'est une photo d'un instant, sans doute. Alors, on va dire que c'est figé. Mais je pense pas. Je pense que le patrimoine évolue chaque année en fonction de l'évolution de l'architecture, des constructions, de l'évolution des matériaux, des techniques de construction aussi. Donc, non, je pense que le patrimoine est vivant, en fait. Donc, c'est quelque chose qui évolue très fortement dans notre région, tout particulièrement. Mais ça veut dire qu'on ne s'interdit pas dans quelques années, si ce patrimoine n'est plus au goût du jour, de le détruire, enfin de passer à autre chose aussi. Alors ça, c'est une autre question. C'est la question de la conservation, de la protection. Il y a des réglementations pour ça, qui sont l'inscription, le classement au titre des monuments historiques. Ça, c'est une autre étape. Il y a de l'architecture de ces dernières années qui a été classée et inscrit monument historique, c'est-à-dire qu'on le considère déjà comme quelque chose d'important. Ça va de plus en plus vite. Ça va de plus en plus vite de ce côté-là. Après, oui, si on considère qu'on ne doit pas s'interdire d'évoluer et de faire évoluer notre architecture, notre paysage, notre territoire. Notre environnement urbain. Une autre proposition aussi donc pour ce week-end, c'est de visiter un avion. Ça, c'est une chose pas courante. Ça se passe à Saint-Aignan-de-Grandlieu. C'est celui-là qu'on peut visiter, justement, le Super Constellation. Oui, le Super Constellation à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Donc, c'est un avion de ligne à moteur à piston qui est parmi les 5 exemplaires conservés en Europe. C'est le seul de ces exemplaires qui a gardé son équipement complet intérieur et son aménagement intérieur. Il est protégé au titre des monuments historiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on est face à ce qu'on appelle un objet. Donc, on n'est plus sur de l'immeuble, on est sur un objet qu'on a protégé. Avec un sacré boulot d'ailleurs de l'association. On voit là sur les images, l'association s'investit énormément dedans. L'État et les collectivités ont suivi pour soutenir la restauration au niveau financier, mais aussi en ce qui nous concerne sur l'accompagnement scientifique et technique de cette restauration. Et je crois que c'est vraiment une belle occasion d'aller visiter un objet un peu insolite, qui est le miroir d'une époque et qui est quelque chose d'exceptionnel dans notre région. Et qui est en plus animé par des passionnés. Voilà, donc, par des passionnés, et je crois que c'est l'occasion de mettre en avant aussi ces passionnés. Alors la visite, elle a lieu samedi et dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Et ça coûte 4 €. Alors c'était une petite surprise, c'est de se dire, les journées européennes du patrimoine, tout n'est pas gratuit. Tout n'est pas gratuit. Je pense que les 3/4 du programme sont gratuits. Tout ce qui est en général dont la propriété est publique est gratuit. Par contre, c'est vrai que les propriétaires privés, parfois, demandent un prix entre 1 et 5 € maximum pour leur entrée. C'est jamais des grosses sommes, parce qu'eux aussi investissent. Cet argent, il est certainement aussi réinvesti dans l'association pour ce qu'ils vont faire pour leur combat, la restauration d'objets, de patrimoine. Donc je pense que c'est de l'argent qui n'est pas balancé par les fenêtres, bien au contraire, c'est très bien. Alors un dernier choix aussi, peut-être plus classique, c'est le passage Pommerais à Nantes. Oui, alors j'ai souhaité le mettre en avant, même si on en a beaucoup parlé, parce que pour moi, c'est quand même la restauration emblématique de Nantes de ces dernières années. Et on a eu une chance incroyable cette année de voir cette inauguration qui a été fantastique avec un monde fou. Oui, en juin dernier. En juin dernier, de voir tous ces Nantais qui étaient présents, c'était extraordinaire. Et je trouve qu'il repropose une visite où il représente la restauration qui a été faite, les travaux de restauration qui sont quelque chose de vraiment exceptionnel. Et je trouve qu'il faut y aller parce que le passage Pommerais, si on ne le connaît pas encore assez,
il a une histoire très singulière. C'est vraiment un monument emblématique de la ville. Et puis la restauration est très bien. L'État a investi un tiers du budget, 1 million d'euros dans cette restauration. C'est parce que c'est un monument très important pour l'État. C'est qu'on a tendance à y passer dans nos balades au quotidien dans Nantes, mais peut-être pas à s'arrêter à ces détails. Donc c'est l'intérêt aussi de ces visites-là, c'est de mettre le doigt sur ce qui est intéressant de voir et sur le travail qui a été fait par des artisans d'ailleurs particulièrement chevronnés. Oui, c'est le cas sur le passage Pommeraye, parce qu'il y a eu vraiment l'architecte Yves Steff a fait un travail extraordinaire, entouré d'artisans et de maîtres d'art qui sont des artisans du patrimoine, d'entreprises du patrimoine reconnues et qui ont fait un très très beau travail de restauration. Avec l'accompagnement scientifique et technique de nos conservatrices. C'est vrai qu'on les avait interviewés à l'époque de l'inauguration aussi, ces artisans qui ont fait quand même un sacré boulot, que ce soit en ferronnerie, en faïence. Enfin, voilà, il y a vraiment un sacré boulot qui a été fait. Et c'est toujours bien de redécouvrir ce monument qui est peut-être le monument préféré des Français, puisqu'il y a eu le passage Pommeraye concours dans une émission télé ce soir même sur France 2. Il sera peut-être désigné le monument préféré des Français. Donc si vous l'aimez, n'hésitez pas à aller voter aussi pour ce passage Pommeraye. Sinon, on vous renvoie évidemment au site internet des journées européennes du patrimoine. Alors le site il est un petit peu long là, voilà. Et après vous allez dans l'onglet région Pays de la Loire et vous pourrez voir toutes les propositions qui concernent notre département. Ça va de tout ce qu'on s'est dit déjà aux halles du marché de Savenay par exemple, ou encore les forges de la Hunaudière à Sion-les-Mines en Loire-Atlantique. Il y a beaucoup de choses à faire et à voir ce week-end. Vous aurez l'embarras du choix. Merci de nous avoir aidés à faire quelques gros plans. Merci à vous de m'avoir reçu. Et on vous garde d'ailleurs encore un petit peu. Là, on va s'en aller voir plutôt du patrimoine naturel en allant prendre des nouvelles de nos jeunes menuisiers originaires du vignoble nantais. C'est Charles et Jordan. Ils sont partis de leur vignoble natal le 30 août dernier, en 2014, pour faire un tour du monde en tandem, tous les deux. Alors, on les suit régulièrement dans leurs aventures. Et là, ils nous ont envoyé une vidéo tout récemment de leur traversée de la cordillère des Andes. Ils sont passés par l'Argentine, le Chili et la Bolivie. Ça les a occupés quasiment tout le mois d'août. Et en quelques mots-clés, ça donne col, 4000 mètres, vent et sable. Et en images, ça donne ça. Alors puis hier on monte, là on est à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc là aujourd'hui, on attaque les 4000 mètres d'altitude et on a le vent de face. C'est que du bonheur, on pense 2 fois plus. Dans une tempête de sable et avec un vent de face monstrueux. C'est horrible. Alors aujourd'hui on pédale pas et on vous laisse deviner pourquoi. On part par là-bas et on a un petit peu le vent de face, mais genre le vent bien puissant encore une fois. On voit toute la poussière qui vole. Il y a 4170 mètres. Ce matin de galère. On est à combien sur d'altitude? 4831 mètres. Wouh! Ça n'a pas été facile, mais on est vraiment content d'y être, quoi. C'est de ouf. On a eu des pentes de dingue. On a fait peut-être 2-3 km en marchant, en poussant, mais tout le reste on l'a fait en pédalant. C'était dur, on avait plein les pattes. On a 4800.
Et ben bravo en tout cas Charles et Jordan, on est particulièrement fiers d'eux, ils sont courageux de faire tout ça et puis de le mettre en image parce que dans les coulisses, hein, on vous demandait comment ils font pour filmer ça, et ben ils vont poster leur caméra plus loin, ils vont pédaler pour passer devant et après ils vont recharger leur caméra, donc c'est encore plus de coups de pédale pour que vous puissiez voir ces images. Vous pouvez aussi les suivre sur Facebook, leur page Facebook elle est régulièrement mise à jour et les dernières photos datent du 11 septembre, ils étaient en Bolivie, ils sont passés par le Salar d'Uyuni, c'est l'un des plus grands déserts de sel du monde et ils nous ont ramené cette petite photo. Alors c'est réalisé sans trucage, c'est juste un effet de perspective avec une bouteille de muscadet qu'ils emmènent le long de leur voyage pour parler aussi de là d'où ils viennent, hein, du vignoble nantais. Donc on les voit avec une bouteille de muscadet dans le plus grand désert du sel du monde, c'est en Bolivie, c'est le Salar d'Uyuni. Et là ils ont monté des cols encore plus importants que dans la vidéo que vous venez de voir puisqu'ils sont allés au-delà de 5000 mètres. Impressionnant quand même, hein, ces deux gars-là. Très impressionnant. Ouais. Et le musée du vignoble nantais ouvre aussi pour les journées du patrimoine. Excellent rebond, tout à fait. Voilà, le musée du vignoble nantais au Palais, c'est ça? Au Palais, tout à fait. Et bien tout de suite, on va accueillir Lucie de la CLCV qui, elle, va nous parler de location meublée. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Et bienvenue sur ce nouveau plateau pour une nouvelle saison du 18h de Télé Nantes. Alors vous, comme d'habitude, en alternance avec Émilie, hein, aussi animatrice à la CLCV, vous nous parlez de consommation, de logement et de cadre de vie, c'est ça que ça veut dire hein, d'ailleurs, voilà. la CLCV. Et puis là, pour cette rentrée, vous avez souhaité nous parler de location meublée parce qu'il y a du nouveau et puis aussi parce qu'on se dit que ça intéresse peut-être les étudiants qui cherchent encore à se loger. Voilà. Les étudiants sont encore en recherche. Parce qu'eux, ils n'ont pas repris les cours en fait. Pas tous en tout cas. Et donc en effet, depuis le 5 septembre, il y a une nouvelle loi qui est sortie. Donc, il va faire justement le bonheur des locataires, mais moins des propriétaires. Donc, c'est une liste d'équipements immobiliers obligatoires pour les logements meublés. Alors, on va peut-être rappeler d'abord, c'est quoi une location meublée, en quoi ça consiste? Alors, est considéré comme meublé tout logement en fait, qui dispose d'équipements et de matériel nécessaires pour pouvoir vivre normalement. Donc voilà, un locataire qui arrive, il apporte juste ses affaires personnelles et c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est des choses de base. Et justement, c'est quoi ces équipements-là qui doivent être présents Alors, donc c'est vrai qu'avant le 5 septembre, il y avait quand même un minimum, il n'y avait pas d'obligation, mais bon, pour considérer meublé, donc il fallait qu'il y ait un lit ou un canapé-lit, des plaques chauffantes ou une gazinière, un lave-linge, des étagères de rangement, après tout ce qui est luminaire, volets et matériel de cuisine, donc vaisselle, casserole. Voilà, donc de quoi dormir, manger aussi, voilà, s'éclairer, enfin les choses de base. Et ce qui veut dire que depuis le 5 septembre, on a rajouté des choses à cette liste-là. En plus. Donc, c'est vrai que les modes de vie changent, les modes de consommation changent. Et donc en plus de toute cette liste, maintenant, c'est rajouté un four ou un four micro-ondes. Voilà. Donc, pour les étudiants, c'est vrai que c'est bien parce que c'est la restauration rapide. Voire indispensable. Voilà. Tout ce qui est aussi matériel d'entretien adapté au logement. Donc, aspirateur, aussi il y a de la moquette, du coup, une lessiveuse. Ah oui, carrément. Ouais. Carrément la lessiveuse. Et couette et couverture. Voilà, ça c'est aussi la nouveauté et donc tout ça, ça représente un socle de base. Évidemment, on peut aller au-delà si on veut. Hein. Après, tout ce qui est donc télé ou chaîne IFI, c'est pas une obligation. Mais évidemment, le propriétaire, il ne faut pas qu'il se gêne. Alors, ça a été fait aussi peut-être parce qu'il y avait des abus, des propriétaires qui louaient des meublés de façon un peu indue. C'est aussi le sens de cette loi? Voilà. Parce qu'en fait, il y a des différences. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a des choses à bien retenir avant d'entrer dans le logement. Quand on fait ta lieu d'entrée, c'est bien de faire l'inventaire en fait, de l'équipement. Ce qui peut être barbant, mais en cas de litige, en fait, le bail peut être qualifié de logement vide. Et du coup, là, ça va changer, notamment sur la durée du bail. Parce que donc, pour un logement vide, c'est de 3 ans par tacite renouvellement. Alors que pour un meublé, du coup, c'est un contrat d'1 an ou 9 mois pour les étudiants. D'accord. Qui n'est pas renouvelé automatiquement. Donc, c'est plus avantageux quand même pour les étudiants qui ont tendance à rester un peu moins longtemps dans un logement. Cette loi, donc, elle date du 5 septembre. Est-ce qu'elle est rétroactive pour ceux qui étaient... Non. Elle n'est pas rétroactive et il n'y a pas encore non plus de... Voilà. Si un propriétaire ne respecte pas, il n'est pas puni, on va dire, encore pour le moment. Donc, voilà, c'est tout nouveau, donc... Donc, il y a encore un petit peu de souplesse dans l'application. Voilà. Les propriétaires, s'ils louent en meublé aussi, c'est parce qu'il y a des avantages fiscaux. Oui, voilà, il y a des avantages fiscaux aussi pour eux. Donc, c'est tout à l'avantage aussi de bien
bien faire les choses. De bien faire les choses côté propriétaire et côté locataire. Il y a aussi des avantages de louer en meublé quand on est locataire. Alors, on l'a dit pour le bail, mais aussi peut-être pour, justement, quand on veut quitter un logement, des choses comme ça. Avant, c'était avantageux parce que, du coup, dans un logement vide, la durée de préavis était de 3 mois. Et maintenant, là, récemment, du coup, elle est passée à 1 mois. Donc, voilà, tout le monde est au même... voilà. À la Mais même, c'est vrai que on arrive, on a un logement tout prêt. Donc voilà, les choses à faire sur lesquelles il faut être bien vigilant, en tout cas en cette rentrée, si vous choisissez un logement. Sachez que la loi a changé depuis le 5 septembre et que vous avez le droit à une liste un peu plus conséquente dans le logement. En tout cas, si vous avez aussi des questions, des infos, on peut aller se rendre à la CLCV. Un litige ou s'il y a quoi que ce soit, une question, n'hésitez pas à contacter l'association. On voit l'adresse, c'est toujours la bonne, 18 bis rue Charles Perron. C'est toujours ça. C'est toujours ça, le numéro de téléphone ainsi que le mail pour s'adresser à vous si on a des soucis avec son logement, en l'occurrence. Voilà. Merci beaucoup, Lucie, d'avoir été avec nous. On remercie encore Monsieur de la Chapelle, Guillaume de la Chapelle de la Drague, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis, on invite tout le monde, évidemment, à participer aux Journées européennes du patrimoine. Vous y allez, vous, Lucie ? Bien sûr. Pourquoi pas? Le vignoble, j'ai retenu. Le vignoble, ça a plu, le vignoble, finalement. C'est la petite idée en plus, mais voilà, ça a plu. Et puis, on vous invite aussi, évidemment, à consulter le site internet de Télénantes, c'est www.telenantes.com pour retrouver l'ensemble de nos programmes. Merci de nous avoir suivis, puis on se retrouve demain, même endroit, même heure. Salut!